Chers collègues, mesdames, messieurs les modérateurs, je vous remercie de m'avoir proposé ce topo qui m'a permis, d'une part, de replonger dans des articles anciens que j'avais probablement mal lus, et puis ça m'a permis aussi de me plonger dans une littérature plutôt très récente, à l'opposé, avec les progrès thérapeutiques. L'acide, c'est l'épanchement liquidien dans la cavité péritonéale. C'est une complication et un mode de révélation fréquent de la cirrhose, et ça marque un tournant dans l'histoire du malade cirrhotique. La formation de l'acide répond à des mécanismes complexes, intriqués, qui vont agir les uns sur les autres, et schématiquement, on peut dire que quand le malade est cirrhotique, les résistances intrahépatiques vont augmenter parce qu'il y a des modifications structurelles et hémodynamiques. Et va se créer une hypertension portale. Et en réponse à cette hypertension portale, production de substances vasodilatatrices, vasodilatation artériolaire, hypovolémie efficace, mise en jeu des systèmes vasoconstricteurs par le biais du système nerveux sympathique, le système rénine-angiotensine, et tout ça, ça conduit à la rétention hydrosodée et la formation d'acide. On observe du coup une pression sinusoïdale qui va augmenter, qui va contribuer à l'acide. Je voudrais regarder un peu plus en avant. Je vais mettre suivante ici. On va regarder de manière un peu plus fine dans le foie. Voilà. Alors, je ne sais pas comment. J'ai le même problème que Frédéric. Là, je vous propose une vision un peu schématique de l'agencement du foie avec la rangée d'hépatocytes. Le sinusoïde est ici. On est sur un foie normal d'abord, donc avec pas de pression dans le sinusoïde. Et vous remarquez que ce sinusoïde, ce vaisseau, il est fenestré. Il a cette particularité d'être fenestré et il permet des échanges en fait liquidiens entre le sinusoïde et cet espace qu'on appelle l'espace de 10 entre donc la rangée d'hépatocytes et la cellule endothéliale. Ce liquide qui circule, il va être repris par le système lymphatique et rejoindre le canal thoracique. Et une partie de ce liquide est également résorbée par le péritoine. Lorsque la cirrhose arrive, la pression dans le sinusoïde augmente de manière très importante. On a schématisé ici le gradient de pression. Du fait de cette pression, il va y avoir une fuite de liquide très importante dans cet espace. Et ce liquide est repris tant que faire se peut par le système lymphatique et le péritoine. Mais arrive un moment où le système est débordé. Et pour le coup, ça déborde et il y a formation d'acide. Regardons ce qu'il y a dans ce liquide d'acide et qu'est-ce que ça peut nous apporter dans la compréhension de ces mécanismes. Et pour ça, je propose d'essayer de répondre à deux questions. Pourquoi existe-t-il un gradient d'albumine entre le sang et l'acide dans l'hypertension portale? Et pourquoi l'acide du cirrhotique est pauvre en protides? Ça va peut-être nous aider à comprendre pas mal de choses. Là, j'ai schématisé un foie normal avec à nouveau le sinusoïde. Les cellules endothéliales, ce serait ce qui est marron ici. J'ai représenté les fenêtres, donc les pores par lesquels il peut y avoir des échanges liquidiens. L'albumine, c'est ces gros ronds rouges, et en bleu, les protides. Alors, Olivier Chazouillère nous dit que l'albumine, c'est cette grosse mémère qui ne passe pas par la fenêtre. Alors, si on garde cette phrase en tête, je ne sais pas si elle est de lui d'ailleurs, mais c'est pas mal. L'albumine, c'est cette grosse mémère qui ne passe pas par la fenêtre. Lorsqu'on a une cirrhose, la pression ici à l'entrée du sinusoïde augmente de manière faramineuse. Le sinusoïde est vasoconstricté, il est entouré de fibrose, les pores se rétrécissent. J'obtiens des échanges liquidiens très importants, formation d'un liquide, formation d'acide, riche en eau et en sel, mais l'albumine, cette grosse mémère, ne passe toujours pas. Les protides passent pas ou peu, parce que les pores sont serrés. C'est schématique. J'obtiens un acide avec un gradient d'albumine et pauvre en protides. Ici, je représente une deuxième situation d'hypertension portale, mais cette fois-ci qui serait suprahépatique, comme dans l'insuffisance cardiaque. Dans l'insuffisance cardiaque, le sinusoïde va être normal, les pores sont larges, l'albumine
cette grosse mémère ne passe pas, je vais avoir donc un gradient d'albumine, et par contre, je vais avoir une fuite possible de protides dans le liquide, et je vais donc avoir une acide qui sera avec un gradient d'albumine élevé, mais riche en protides. Bon, c'est intéressant ça. Ah oui, mais alors, il y a quand même des cirrhotiques qui ont une acide riche en protides. On a tous des patients comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça alors? Parce qu'on nous explique que ça ne passe pas, mais pourtant, il y a des acides riches en protides. Alors là, on peut se retourner vers une publication assez récente, l'équipe de Toulouse, et ils ont regardé finalement ces cirrhotiques avec acide riche en protides, comment ils se comportent, et ils les ont comparés à une autre cohorte de cirrhotiques avec acide pauvre en protides. Alors qu'est-ce qu'ils ont observé? Ils ont observé que tiens, l'acide était plus récidivante quand l'acide était riche en protides. Les patients avaient le plus souvent une meilleure fonction hépatique, ils avaient une meilleure survie sans transplantation, et quand ils regardaient d'un point de vue histologique, il y avait moins de fibrose, et en particulier moins de fibrose périsinusoïdale. Alors là, j'ai remis le cirrhotique classique, celui qui est pauvre en protides, et on peut finalement construire peut-être schématiquement ce modèle, avec ce cirrhotique cette fois-ci qui est une acide riche en protides. Il aurait donc un sinusoïde qui serait vasoconstricté, mais moins entouré de fibrose, donc avec des pores qui seraient plus perméables, et on obtient donc bien une acide avec un gradient d'albumine et des protides plutôt élevés. Alors pour finir cette partie-là, je vous figure ici par exemple ce que serait une acide non liée à l'hypertension portale. Donc là, ça serait le vaisseau, peut-être du péritoine, normal. Cette grosse mémère, de toute façon, là, si c'est le péritoine, il n'y aura pas de fenestration, mais cette grosse mémère ne passe pas en temps normal. Mais si vous avez une maladie du vaisseau, c'est le vaisseau cette fois-ci qui est lésé, eh bien, en fait, tout passe. Et donc, vous allez avoir pas de gradient d'albumine. L'albumine va passer de chaque côté, et donc on aura une acide sans gradient. C'est la péritonite, la carcinose, la tuberculose. Voilà, donc ça c'était des petits rappels pour qu'on essaie de comprendre ce qui se passe, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces analyses du liquide d'acide. Sinon l'acide, ça se grade en 4 stades. 0, pas d'acide. Le grade 1, c'est une acide qui serait simplement détectée à l'échographie, par exemple à l'occasion d'une échographie de dépistage. Le grade 2, l'acide modéré, puis l'acide tendu, le grade 3. Alors, au fur et à mesure que la cirrhose s'aggrave, les anomalies hémodynamiques s'aggravent, avec le but d'essayer de contenir la pression artérielle, bien sûr. Mais finalement, presque un patient sur 2, cirrhotique, va développer une acide qui deviendra réfractaire dans 10% des cas. La survenue de cette acide réfractaire est associée à un très mauvais pronostic, vous le savez, avec une médiane de survie d'1 an environ. Alors, la prise en charge, proprement parler, de l'acide, ça passe par des mesures générales qui sont le traitement de la maladie de fond, donc le sevrage, le traitement antiviraux, en cas d'hépatite virale C par exemple. On va rechercher un facteur déclenchant, une charge en sel, une consommation d'alcool, l'hépatite alcoolique aiguë, la thrombosport, le CHC et l'infection du liquide d'acide. On recherche aussi la prise de médicaments hépato-néphrotoxiques. On va réfléchir à la prophylaxie de l'infection spontanée du liquide d'acide, en particulier chez les malades graves et ou qui ont un antécédent d'infection du liquide d'acide. Et puis, dès ce stade, on va imaginer la greffe à terme. Le traitement de l'acide repose sur le régime DSOD, qui sera utile à tous les stades pour lutter contre la rétention hydrosodée. Il sera d'autant plus efficace que la natriurèse est élevée. Ce régime va aider les diurétiques, on va le voir, à être efficace. Et ce régime DSOD doit être peu restrictif pour éviter d'induire une anorexie qui pourrait aggraver l'état nutritionnel déjà précaire de nos patients. La restriction hydrique est inutile le plus souvent, sauf peut-être dans les cas très particuliers d'une hyponatrémie profonde. Les diurétiques, il y en a 2, la spironolactone et le Lasix. C'est des médicaments qui sont efficaces, qui vont être utilisés chez des patients qui sont dits stabilisés, donc à distance d'une complication sévère.
On les donne en une prise orale le matin. Il est recommandé, en première intention, de donner le spironolactone à dose progressivement croissante, jusqu'à des doses de 400 mg. Et en l'absence de réponse, on va pouvoir associer le Lasix, là aussi, à des doses croissantes. Ces médicaments sont contre-indiqués en cas de survenue d'une insuffisance rénale ou d'une insuffisance rénale préexistante, d'une hyponatrémie, d'une encéphalopathie ou d'une hypotension. La réponse au diurétique est jugée sur la perte de poids, de 500 grammes en l'absence d'œdème, et jusqu'à 1 gramme si le patient a déjà des œdèmes. Et la surveillance est clinique et biologique. Alors, ce n'est pas tout à fait la même situation si vous êtes en phase d'une première poussée ou si c'est la énième poussée, où là, d'emblée, on va démarrer une bithérapie en surveillant le poids, surveillant l'efficacité, donner la dose minimale efficace. Et d'un autre côté, si ce traitement est inefficace, on va être en phase d'une acide réfractaire. Alors, la ponction d'acide, c'est le dernier traitement. Elle est indiquée en cas d'acide tendu ou résistante au diurétique. Ce n'est pas un geste anodin, la ponction d'acide, ça se complique rarement, mais ça peut se compliquer d'hémorragie, de décès aussi, et un peu plus fréquemment d'étranglement herniaire. Mais le vrai risque de la ponction d'acide, en particulier la ponction d'acide de grand volume, c'est la survenue de la dysfonction circulatoire, c'est-à-dire l'activation des systèmes vasoconstricteurs. La survenue de cette dysfonction circulatoire, elle est associée à un moins bon pronostic et elle doit être prévenue par une expansion volémique à l'albumine. Alors, quand la ponction est de petit volume, moins de 2 litres, on peut probablement ne pas faire de compensation, mais au-delà, elle est recommandée et elle est absolument nécessaire pour les ponctions de grand volume, parce que vous pouvez être certain que vous allez induire une dysfonction circulatoire. Donc ça se fait à l'albumine, cette expansion volémique, c'est 8 grammes par litre d'acide soustrait. L'acide devient ensuite réfractaire, c'est-à-dire une acide qui ne peut être éliminée ou qui récidive après une ponction évacuatrice malgré le traitement médical. Ça correspond à en fait 2 situations. Rarement cette acide est une acide vraiment résistante au diurétique, parce que le plus souvent, en fait, c'est une acide qu'on n'arrive pas à mobiliser, parce qu'on n'arrive pas à monter les doses de diurétique, parce que ces médicaments ont des effets secondaires importants qui nous conduisent donc à l'arrêt de ces traitements. On l'a dit, ça survient chez 10% des patients et c'est un pronostic très sévère. À tel point que le traitement de cet acide réfractaire, le meilleur traitement, c'est la transplantation hépatique, avec une très bonne survie. Vous avez représenté ici les résultats de la transplantation hépatique chez des patients avec acide réfractaire, comparé à des patients chez qui on a poursuivi les parasynthèses. Et vous voyez que c'est très efficace. Malheureusement, cette transplantation hépatique n'est pas toujours possible. C'est souvent des patients qui ont des MEL de bas et donc qui vont avoir un délai d'attente long. Et donc, il va falloir trouver une alternative pour ces patients. L'alternative, c'est de poursuivre les parasynthèses ou le TIPS, ou peut-être plus récemment les dérivations péritonéo-vésicales. Alors, le TIPS, dans cette situation d'acide réfractaire, il y a eu pas mal d'études avec des résultats controversés, même des études qui suggéraient une surmortalité dans le groupe TIPS, jusqu'à ce qu'il y ait cette méta-analyse de Salerno qui a été publiée en 2007 et qui montre un bénéfice du TIPS. Donc les résultats sont controversés et donc il fallait améliorer ces résultats. Et pour améliorer ces résultats, il a fallu retourner sur les échecs des études précédentes, comprendre ces échecs et essayer de déduire, de trouver des facteurs prédictifs de mauvais pronostics et comment améliorer les patients, améliorer la sélection des patients. Alors, améliorer la sélection des patients, ça a été fait dans cette étude, ça a été proposé, améliorer la sélection, ça a été proposé dans cette étude, qui est une très belle étude à mon sens, publiée toujours par l'équipe de Toulouse, où les auteurs ont étudié une cohorte rétrospective d'acide réfractaire type C, et puis ils ont trouvé un facteur simple, utilisable quasiment au lit du malade, de bons pronostics. Ils ont sélectionné les patients avec les plaquettes supérieures à 75 000 et une bilirubine inférieure à 50, qui avaient une très bonne survie comparée aux patients qui avaient des plaquettes inférieures à 75 000 ou une bilirubine supérieure à 50. Ensuite, ils ont validé prospectivement ces critères
et ils les ont également validés dans une cohorte externe espagnole. Voilà un exemple qui permet de sélectionner mieux ces patients qui bénéficieraient du TIPS. L'autre manière de faire, c'est d'améliorer la technique. Alors plus les études avancent, mieux est la technique, plus les résultats sont bons, mais aussi on a eu l'arrivée des prothèses couvertes. Et là, dans cette collaboration française encore, qui a comparé le TIPS avec prothèse couverte versus poursuite des parasynthèses, eh bien, vous voyez un effet très net sur la survie sans transplantation dans le groupe TIPS, sans surincidence de l'encéphalopathie hépatique avec ces prothèses. Alors, là, le patient a une acite réfractaire, on fait des parasynthèses qu'on compense avec de l'albumine, mais ces ponctions sont de plus en plus répétées, voire deviennent inefficaces parce que l'acite est cloisonnée. Et l'acite, même dans cette situation, peut aussi se présenter sous forme d'un hydrothorax. On se pose la question du TIPS. Le TIPS est probablement contre-indiqué chez des patients qui vont avoir des facteurs de mauvais pronostic ou qui vont cumuler ces facteurs de mauvais pronostic, qui seront essentiellement liés à la fonction hépatique. Donc les patients Child C avec une bilirubine élevée, avec des plaquettes basses, avec un antécédent ou une encéphalopathie de grade supérieur ou égal à 2, vont être de très mauvais candidats. Et également la fonction cardiaque. L'étude de la fonction cardiaque pré-TIPS est sûrement très importante pour bien sélectionner ces patients. J'ajoute ici que les patients âgés ou avec une infection sont des mauvais candidats. Alors, Frédéric Auberti avait proposé un peu l'image en miroir dans sa conférence à Nice l'année dernière, à la FEF. Donc c'est l'image en miroir. Il avait dit, c'est le patient optimisé. Vous avez vu, maintenant dans son topo, il aime bien dire le optimisé. Alors, le patient optimisé, ou idéal pour le TIPS, c'est le patient jeune qui n'a pas d'antécédent d'encéphalopathie, qui est Child B, qui serait avec un MEL de bas, une natrémie supérieure à 130, une bilirubine inférieure à 50 et des plaquettes supérieures à 75 000, avec une bonne fonction cardiaque. Voilà un petit peu le profil qu'on aimerait avoir comme patient pour pouvoir lui proposer un TIPS en toute sécurité. Alors, la nouveauté, c'est le système alpha-pompe, qui est cette chambre implantable qu'on va pouvoir mettre en sous-cutané, qui a un cathéter est dans le péritoine, relié à cette pompe, et puis ça repart par un second cathéter qui est implanté dans la vessie, et le système va donc pomper l'acide péritonéal vers la vessie. Les résultats dans cette étude qui avait randomisé 30 patients dans chaque bras avec acide réfractaire sont très en faveur de la pompe. Là, c'est exprimé en termes de temps jusqu'à la première ponction. Vous voyez que la médiane était de 15 jours pour la première ponction dans le groupe parasynthèse et de plus de 6 mois dans le groupe pompe, et exprimé de manière un peu différente. Vous aviez ici le nombre de parasynthèses par patient au cours de l'étude, au cours des 6 mois. Il y a une très nette tendance pour ce système. Alors, en conclusion, la prise en charge de l'acide, ça passe par le traitement de la maladie de fond, le régime sans sel, les diurétiques et la ponction d'acide quand l'acide est tendu. Au stade d'acide réfractaire, il faut réfléchir à la transplantation, qui, on l'a dit, n'est pas toujours possible, qui parfois nécessite un temps d'attente long, et il faut trouver une alternative. Vous avez là la poursuite des ponctions comme alternative ou la pose du TIPS. Et les bons candidats au TIPS, ce sont les patients avec acide réfractaire, sans insuffisance hépatocellulaire ni encéphalopathie, et plutôt jeunes. La pompe doit trouver peut-être sa place chez les patients qui auraient une contre-indication au TIPS. Je vous remercie de votre attention. J'ai fini et on m'a imposé également cette diapositive.